Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Pachinko de Min-ji Lee, publié aux éditions HarperCollins Poche. Dans cette histoire, nous allons faire la rencontre de Kim Yoon-hee, un jeune sud-coréen affligé d'un pied beau et d'un bec de lièvre. Woon-hee ressemblait à son père lorsqu'il dissimulait sa bouche, c'est-à-dire un homme séduisant aux grands yeux rieurs, coiffé de sourcils noirs d'encre, qui se dessinaient sur son large front doré par les longues heures au soleil. Woon-hee est tout comme ses parents avant lui, né à Yangdo, un petit village de 8 km au large de Busan. Seul survivant parmi ses frères malgré sa constitution fragile, Woon-hee a appris à lire et à écrire le coréen et le japonais afin de pouvoir tenir les comptes de la pension, ainsi que le calcul mental pour ne pas se faire avoir au marché. Les parents de Woon-hee sont les propriétaires d'une petite pension qui loge essentiellement des pêcheurs, et l'aide de leur fils n'est pas superflue. Adolescent, Woon-hee abattait le travail d'un homme de 2 fois son âge aux 2 jambes valides. Il n'était certes pas capable de courir ni même de marcher vite, mais il était habile de ses mains et pouvait porter de lourdes charges. Alors une fois son enseignement terminé, c'est tout naturellement qu'Woon-hee s'est glissé dans les pas de ses parents. Devenu un homme intelligent, instruit et autonome comme le souhaitaient ses parents, Woon-hee s'est vu proposer 2 semaines après son 28e anniversaire en 1911, soit 1 an après l'annexion de la Corée par le Japon, une épouse. La mère de Woon-hee n'avait jamais espéré marier un jour son fils, boiteux au physique particulier, alors la visite de la marieuse du village est une surprise teintée d'appréhension. Avec son drôle de petit visage bouffi et rose, ses yeux noirs intelligents et intransigeants, la marieuse était venue faire son office. La jeune fille qu'elle vient proposer au mariage est originaire de l'autre côté de l'île de Yangdo, son père est métayer et a perdu son travail avec la réquisition des terres par le gouvernement colonial. Doté de 4 filles sans fils, le père sans emploi est aux abois et cherche un époux pour son aîné Yang Jing, 15 ans. Cette jeune fille a la douceur et la tendresse d'un agneau et est prête à accepter les difformités de son futur époux sans réticence aucune. Les parents étant tous d'accord sur les termes du mariage, Yang Jing, 15 ans, et Woon-hee, 28 ans, sont mariés dans la foulée. Une fois marié, Yang Jing s'est tout de suite mise au travail dans la pension familiale. Cette maison en bois d'à peine 45 mètres carrés était réparée et améliorée par les parents de Woon-hee depuis plus de 30 ans qui louaient les murs. Peu de temps après son arrivée, Yang Jing tombe enceinte et donne naissance à un fils aux jambes solides mais avec un bec de lièvre comme son père. Malheureusement, la fièvre l'emporte 7 semaines après sa naissance. Son 2e et son 3e enfant ne survivront pas non plus. Après chaque naissance, Woon-hee allait au marché acheter des algues pour apaiser les entrailles de son épouse et après chaque perte, il lui rapportait des gâteaux de riz sucrés encore chauds pour la consoler. Yang Jing perdit ses beaux-parents 3 ans après son mariage avec Woon-hee, puis donna naissance à son 4e enfant, une petite fille parfaite qui survécut, appelée Sunja. Woon-hee, qui était déjà un mari attentionné, est devenu un papa-poule avec sa fille qu'il vénérait. Mais 13 ans après l'heureuse nouvelle, Woon-hee s'est éteint suite à la tuberculose. Yang Jing est veuve, mère d'une jeune fille, et doit faire tourner une pension toute seule. Elle n'a pas le temps de s'appesantir sur son malheur et sa douleur, alors dès le lendemain de la mort de son gentil mari, elle reprend son travail. En 1932, Yeon-ji a 37 ans, et la dépression mondiale ainsi que l'invasion japonaise en Mandchourie perturbent tout. Sa fille, qui tient son manque d'éloquence de son père, travaille dur pour l'aider à la pension. Sans être une beauté comme le criait à tous les vents son père, Sunja était plaisante à regarder, et ce n'est pas les 3 frères Chung, pêcheurs de nuit, qui diraient le contraire. Sunja, qui a toujours été entouré d'hommes, n'est pas timide ni emprunté pour leur parler, mais en dehors de la pension, son mutisme reprend le dessus. Un jour où elle discutait avec les marchandes ambulantes, l'une d'elles attire son attention sur le négociant Kon Han-soo, qui n'avait Dieu que pour elle. Cet homme encadrait la vente, en gros, de tous les poissons du marché et était riche comme Crésus. Vêtu d'un costume à l'occidental de couleur claire et des souliers blancs, le tout accessoirisé d'un panama écru, il ne passe pas inaperçu au marché. Après des mois de rendez-vous secrets aux heures de la lessive, Sunja s'est retrouvée enceinte. Toute heureuse de cette nouvelle, elle l'annonce à son bel amant Hansu. Ce dernier est ravi et lui promet de prendre bien soin d'elle et de leur bébé à venir. Mais il ne pourra pas l'épouser et faire d'elle une honnête femme car il est déjà marié et père de 3 filles qui vivent au Japon et n'a nullement l'intention de les quitter. Pour Sunja, c'est la douche froide. Elle congédie Hansu et refuse de le revoir. Elle se sent perdue et va bientôt devoir confier sa situation à sa mère. Un soir, un homme arrive à la pension trempé par la pluie et la fièvre. Cet homme est tuberculeux et a besoin de soins. Yeon-ji et Sunja ont déjà soigné Woon-hee de cette maladie et vont devoir recommencer avec ce pasteur en route pour le Japon. Après plusieurs mois de bons soins, Baek Isaac est prêt à continuer son voyage jusqu'à Osaka, où vit son frère Yoseb et sa belle-sœur Kinji, mais quand il apprend la délicate situation de la douce Sunja, il n'hésite pas une minute à lui demander sa main.
Hyunjin sait que cette proposition tient du miracle pour sa fille et son futur petit-enfant, mais cela signifie aussi des au revoir, voire peut-être même des adieux au vu de l'évolution des choses. Sunja et Isaac se marient et préparent leur voyage, mais comment cette jeune coréenne enceinte qui ne parle pas un mot de japonais va se fondre dans sa nouvelle vie loin de son village et des siens? Reverra-t-elle Hansu? Son mari et elle seront-ils heureux en dépit des circonstances de leur union? Sunja a-t-elle en elle la bienveillance, le courage, la force et la résilience de ses parents? Ce voyage le lui révélera et nous donnera à suivre son parcours dans une période troublée s'étalant de 1910 à 1989. Sur la couverture, Barack Obama disait de ce livre que c'était une histoire puissante sur la résilience et la compassion. Je n'ai juste rien à dire de plus si ce n'est que la narration est prenante et sans temps mort, d'où le côté quasi addictif de ce livre. Comme le diraient les spécialistes bookstagrammeurs et booktubeurs, c'est un véritable page-turner. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 25 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!